Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le métabolisme phosphocalcique. Tout d'abord, nous avons vu dans de précédents chapitres que la quantité de nutriments dans le sang peut être régulée par le métabolisme, notamment la quantité de glucose ou la quantité d'acides gras. Dans cette vidéo-là, nous allons voir que la quantité de molécules inorganiques dans le sang peut aussi être régulée par des hormones. Ici, nous allons voir trois hormones qui vont contrôler le métabolisme du calcium et du phosphate, qui sont les hormones parathyroïdes, la calcitonine et la vitamine D. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire le point sur l'importance du calcium en physiologie. Rappelez-vous, le calcium est indispensable pour le métabolisme osseux. Il est aussi très important dans l'excitabilité neuromusculaire au niveau des dendrites, dans la formation du PPE-PPI. Il est aussi indispensable pour l'exocytose des neurotransmetteurs. Aussi, nous avons vu l'importance du calcium libéré par les plaquettes qui permettra la formation du clou plaquettaire et de la coagulation. Dans ce chapitre-là, nous avons vu l'importance du calcium dans l'exocytose des hormones et aussi nous avons vu que le calcium pouvait servir de second messager pour certaines hormones peptidiques. Et enfin, évidemment, le calcium est indispensable à la contraction musculaire. Je vous donne l'ensemble de ces exemples pour que vous compreniez à quel point le calcium est central dans la physiologie de l'organisme. Où retrouve-t-on ce calcium? Tout d'abord, le calcium, on le retrouve à 99% stocké dans le squelette et dans les dents sous forme de cristaux. On le retrouve sous deux types de cristaux, du phosphate de calcium, donc associé au phosphate, et sous forme de carbonate de calcium. On retrouvera aussi 0,9% du calcium en extracellulaire dans les tissus, par exemple dans les canalicules osseuses. Et 0,1% du calcium sera dans le liquide extracellulaire du plasma, c'est-à-dire circulant dans le sang. Ce calcium circulant dans le sang, il est à moitié lié à des protéines, et du coup il sera inactif et inutilisable pour notre métabolisme, et l'autre moitié pourra diffuser librement, et celui-là il est biologiquement actif et soumis à la régulation. Vous devez donc comprendre que très peu de calcium est libre dans le sang, la majorité étant sous forme de cristaux dans les os, et donc la quantité de calcium circulant biologiquement actif est de 0,05%. Le calcium étant extrêmement central dans la physiologie, en cas d'hypocalcémie, il y a énormément de risques. Et le risque majeur dans un patient atteint d'hypocalcémie, c'est que la diminution du calcium libre augmente la perméabilité des membranes cellulaires au sodium. Si le sodium peut rentrer plus facilement, on va avoir production spontanée de potentiel d'action dans certains tissus, et ça permettra la contraction de muscles squelettiques. Sachant que dans le cœur, on a le tissu nodal qui est capable de produire lui-même ses potentiels d'action, cela peut entraîner des troubles du rythme cardiaque. Nous commençons donc par la première hormone qui est l'hormone parathyroïde, appelée aussi PTH. Elle est sécrétée par les glandes parathyroïdes que l'on retrouve sur les différents lobes supérieurs, inférieurs de la thyroïde. L'hormone parathyroïde est une hormone hypercalcémiante, elle va donc augmenter le taux de calcium dans le sang et en même temps elle va diminuer la concentration de phosphate dans le plasma. La sécrétion de l'hormone parathyroïde, elle est directement régulée par le taux de calcium dans le sang. On retrouvera dans les cellules parathyroïdiennes des récepteurs membranaires spécifiques au calcium. En cas d'hypocalcémie, le récepteur n'est pas attaché au calcium et donc on va pouvoir induire la synthèse de l'hormone. En cas d'hypercalcémie, le calcium pourra s'attacher au récepteur et donc on va inhiber la synthèse de l'hormone. Une fois le calcium attaché au récepteur, ce récepteur est couplé à une protéine G associée à la phospholipase et donc comme nous l'avons vu précédemment, le second messager qui est associé à la phospholipase, c'est le CA2+. Aussi, il y a une
un dernier niveau de régulation par la vitamine D3 qui inhibe la sécrétion de PTH. Nous y reviendrons après quand nous parlerons de la vitamine D3. L'hormone parathyroïde a différents effets. L'effet majeur est sur les os. Il y a un effet immédiat, c'est-à-dire qu'elle va permettre le transfert rapide du calcium qui est présent dans le liquide extracellulaire de l'os directement vers le plasma. Ça ne se fait pas directement de la canalicule au plasma, il y a un filtre entre les deux qui sont nos ostéocytes. Je vous rappelle que ce sont les cellules régulatrices du métabolisme phosphocalcique. C'est-à-dire que l'ostéocyte, au contact de la canalicule de l'os, va pouvoir, grâce à une pompe Ca2+, aspirer le calcium présent dans la canalicule et lui va venir la rejeter dans le plasma. Donc ce transfert se fait uniquement lors de la présence de l'hormone parathyroïde. Si l'hypocalcémie est à plus long terme et qu'il n'y a pas assez de calcium présent dans le liquide extracellulaire des os, eh ben, la PTH présente depuis très longtemps, le message va s'accumuler et va permettre la stimulation des ostéoclastes. Et comme vous le savez, les ostéoclastes vont favoriser la destruction du tissu osseux. On va donc avoir un transport légèrement plus lent du calcium et du phosphate cette fois-ci vers le plasma car les cristaux de phosphate de calcium vont être détruits. En même temps, la PTH induit une inhibition transitoire de la formation osseuse pour éviter que le calcium soit réutilisé. L'augmentation de calcium et de phosphate dans le plasma, on verra que cette augmentation de phosphate va être aussi régulée par la PTH qui est censée diminuer le taux de phosphate dans le plasma en ayant un effet sur les reins que nous allons développer tout de suite. Donc au niveau des reins, eh ben, la PTH, elle va favoriser la rétention du calcium pour éviter qu'il soit éliminé. Par contre, vu qu'il ne veut pas garder de phosphate pour éviter de reformer des cristaux, eh ben, on va éliminer le phosphate dans les urines. En plus, la PTH au niveau des reins va renforcer l'action rénale sur la vitamine D3 et va permettre la formation de la vitamine D3 active qui en retour par rétroaction négative va venir inhiber la synthèse de l'hormone parathyroïde. Au niveau de l'intestin, l'hormone parathyroïde n'a pas un effet direct, mais vu qu'il permet la synthèse de la vitamine D3, on peut dire qu'indirectement, il a un rôle sur l'absorption du calcium et du phosphate, qui est en fait possible grâce à la vitamine D3. La deuxième hormone est la calcitonine. Elle est produite par les cellules C, qui sont les cellules parafolliculaires de la thyroïde, que nous avons déjà vu sur la vidéo, dans la vidéo sur la thyroïde. Ce sont donc ces cellules-là. Et elle aussi, elle va permettre d'agir sur la concentration de calcium dans le plasma. La calcitonine a l'effet opposé à la PTH, c'est-à-dire qu'elle va être hypocalcémiante. Et elle, c'est une hormone peptidique de 32 acides aminés, qui a un effet à court terme, c'est-à-dire que, comme pour la PTH, elle va freiner le transfert du calcium du liquide osseux vers le sang. C'est-à-dire que les ostéocytes ne vont plus aller récupérer le calcium par les pompes calciques pour ensuite le transférer aux capillaires sanguins. Et à long terme, c'est pareil, il va freiner la résorption osseuse, cette fois en réduisant l'activité des ostéoclastes, et en même temps, donc, il contribuera, lui, par l'inhibition de la résorption osseuse à la diminution de concentration de phosphate dans le plasma. La vitamine D3, vous avez déjà vu précédemment comment se forme la synthèse. Je vous rappelle qu'on a de la pré-vitamine D qui va être activée grâce aux UV, c'est l'ouverture du cycle B du cholestérol. On va avoir formation de cholécalciférol qui, dans le foie, pourra devenir de la 25-hydroxyvitamine D3 et une fois dans le rein, deviendra l'hormone active appelée calcitriol. Les effets du calcitriol sur le métabolisme phosphocalcique, vous devez comprendre qu'il augmente l'absorption intestinale du calcium. En réalité, le calcium n'est pas absorbé par l'intestin tant que la vitamine 3 ne donne pas le signal d'absorption. Il permet aussi l'absorption intestinale du phosphate et en plus augmentera la réponse du tissu osseux à la PTH.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve en cours pour vos questions ou faire des exercices.